J'avais intitulé ce cours après la fin, parce que j'envisageais de terminer la semaine dernière, mais bon. Donc, la semaine dernière, d'ailleurs, où je vous commentais, je crois, un article dans lequel les auteurs attribuaient à une migration aberrante, non coordonnée, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, plutôt qu'à la taille, les pertes de mitochondries dans les régions terminales des axones, en l'occurrence, c'était les axones dopaminergiques, ceux qui projettent de la substance noire au striatum, et qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, comme vous le savez, puisque finalement, c'est une maladie à laquelle vous aurez compris que je m'intéresse un petit peu. Et donc, ce n'est pas tellement la taille pour eux, c'était que les mitochondries font comme ça et n'arrivent pas à s'engager résolument dans le segment axonal. Donc, et je terminais le cours en disant que ce n'était peut-être pas si simple que ça. Et c'est ce que vous allez voir avec l'article que je vais vous présenter maintenant, qui est un article qui est récent lui aussi, qui date de 2014 et qui a été publié dans Nature Communication par Rappold et ses collègues. Donc, les auteurs s'intéressent aussi à la maladie de Parkinson et à la dégénérescence des neurones dopaminergiques, donc qui en est un des symptômes principaux. Il rappelle que le lien entre Parkinson et mitochondrie, enfin, c'est un lien qui a été proposé très très souvent, depuis très longtemps, du fait que les mutations, il y a pas mal bon, 90% des maladies de Parkinson sont, comme on dit, sporadiques, et qu'en fait on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a quand même entre 5 et 10% qui sont des formes génétiques, donc en fait qui sont liées à des mutations. Et les gènes mutés le plus souvent sont PINK1, ça veut dire PTEN Induced Putative Kinase, l'alpha-synucléine, dont on a parlé assez régulièrement, l'ARC2, LRRK2, l'aparkine et DG1. Et en fait, tous ces gènes qui sont mutés dans ce qu'on appelle donc les formes familiales de la maladie interfèrent avec la physiologie de la mitochondrie. C'est pour ça qu'en fait, dans ces maladies, dans cette maladie, mais je devrais dire d'ailleurs dans ces maladies, c'est pas plus mal de dire comme ça, la mitochondrie est vraiment au centre. Les mitochondries, je le rappelle, sont des organelles extraordinairement dynamiques qui changent de forme de façon continue, qui changent de taille, qui changent de nombre et qui changent de localisation dans la cellule. Donc ce n'est pas juste un truc qui est là, c'est un truc qui bouge tout le temps, c'est vivant la mitochondrie. D'ailleurs, c'est vivant, d'abord au départ, c'est une bactérie, comme vous savez, donc c'est vivant. Donc cette diapositive-là devrait normalement vous remettre en mémoire un certain nombre de choses. Donc ce que vous voyez là en bas en rouge, c'est une mitochondrie. Ici, là, c'est la mitochondrie. Donc vous voyez qu'elle peut fusionner et que la fusion est catalysée par un certain nombre de facteurs, en particulier OPA et MFN1 et 2. Aussi par une augmentation de la phosphorylation oxydative, par une baisse de l'apoptose, en tout cas la fusion entraîne une baisse de l'apoptose, et vous avez au contraire des fissions ou des divisions qui, elles, sont observées quand l'apoptose augmente, au moment où les cellules prolifèrent, pas les neurones bien entendu, mais quand une cellule prolifère, il faut qu'elle augmente son nombre de mitochondries pour que chaque cellule parte avec un contingent normal de mitochondries, de telle sorte que elle puisse respirer. Et ce que vous voyez ici aussi, vous avez une protéine, par exemple, MIRO, qui est là, qui permet la promenade de la mitochondrie le long des microtubules. Et là, ce que vous avez, c'est un réticulum endoplasmique, qui est une partie de la cellule qui étrangle la mitochondrie. Et donc ça entraîne des divisions de mitochondries. En fait, le réticulum participe à la fission de la mitochondrie. Et vous voyez que cette mitochondrie qui a été un peu étranglée ici, celle-là, elle va aller partir, grâce à un récepteur qui s'appelle NIX1, elle va aller partir vers ce qu'on appelle l'autophagosome, sur lequel je reviendrai. Ce qui est aussi relativement important, j'y reviendrai peut-être, c'est que, évidemment, le réticulum endoplasmique, comme les mitochondries, libère le calcium, et que le calcium est un élément évidemment important
surtout au niveau synaptique, de la physiologie cellulaire. Donc, on doit comprendre que tous ces événements de fission, de scission, de mort mitochondriale doivent être très très bien régulés pour que le système fonctionne normalement sur le plan physiologique. Donc, on comprendra de ce fait que le transfert de ces mitochondries dans le compartiment synaptique, que ce soit le compartiment présynaptique ou postsynaptique d'ailleurs, a un rôle très important dans l'activité de la synapse et donc dans la pathologie de la synapse. Donc voilà, donc c'est pas un organelle mineur. Compte non tenu du fait, comme vous le savez, qu'il fait de l'ATP, quand même la première chose, et qu'il fait aussi donc des ROS, c'est-à-dire des oxygènes, des espèces oxygénées réactives, dont on sait qu'elles sont utiles parce qu'elles aident à la signalisation, rappelez-vous, mais aussi qu'elles sont pathologiques dès lors qu'elles sont trop nombreuses, qu'elles sont trop nombreuses et qu'elles vont aller oxyder différents éléments cellulaires, à commencer par l'ADN, comme vous en souvenez certainement.